bonjour, ça va? Dites, je vais faire une vidéo sur la Constitution de 1959. C'est un texte très technique. Il mériterait que je le lise, mais je ferai ça une autre fois. Parce il est tellement fort, ce texte, qu'en fait, on ne peut pas tout dire oralement. Mais l'avantage de l'oral, c'est d'être plus compréhensif, compréhensible, aller plus vers ce que l'on a envie de dire, parce qu'on parle beaucoup plus avec la pédagogie verbale, alors que l'écrit, il est structuré. Et ce texte est, disons, j'ai eu beaucoup de mal pour le pondre, pour le finaliser, mais il mérite d'être lu. Voilà, donc il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Ce sont deux choses très différentes. Alors, cette constitution de 1959 dit dans son article 2 que l'islam est la religion d'État, que l'arabe est la langue officielle, que la République est son régime et que cet article est non amendable. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un bouleversement énorme qui a été fait en 2 mots, avec des conséquences conséquentes, avec des conséquences vraiment pour notre pays, mais je vais vous en parler. Si j'en parle encore, c'est qu'on n'éprouve pas le besoin d'en discuter, d'en débattre. Et ça a été renouvelé en 2014 et les principes sont encore renouvelés dans la constitution de Kais Saïd, celle de 2022. Et il faut savoir que cette constitution de 1959 est un recul par rapport à la constitution de 1861. Donc vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette constitution? Cette constitution donne des contre-vérités. Des contre-vérités. D'abord la langue. On déclare la langue arabe. Vous savez, les Tunisiens parlent le tunisien. Ils parlent des dialectes. Ils ont leurs dialectes locaux. Et si vous voyez cette Tunisie des années 59, il y avait des dialectes berbéro-maltais, italo-sicilien, il y avait le beldi, le lointain, il y a le paysan, il y a toujours cette racine arabe, mais ce sont des langues différentes. Et nous avons le derji tunisien, le derji avec lequel on parle tous les jours. Donc vous voyez, cet État déclare officielle une langue qui n'existe pas, une langue qui est à construire. Parce que la langue arabe, il faut la purifier. Il faut retrouver la source des mots pour en faire une langue. C'est une langue, c'est une source. C'est comme si on décidait, nous, de parler le latin. Donc on revient au latin. Comment est-ce qu'on dit computer en latin? Vous voyez, on va rechercher la racine pour développer une langue latine. Non, les langues évoluent, les langues sont vivantes. Et donc, le premier coup, c'est la langue. Alors, la religion, on déclare la religion. Est-ce qu'un État a une religion? Non, non, l'État ne déclare pas la religion. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si vous imposez la religion donne des principes. Que l'on se base sur des principes religieux, oui, d'accord. Que les principes religieux auxquels adhèrent toutes les religions et tous les gens de bonnes éthiques. Donc la religion, dans ses principes, quand c'est le principe de neutralité, quand c'est le principe de justice, quand c'est des principes... D'ailleurs en arabe, tous ces mots sont relatifs au mot islam. Quand vous parlez d'un homme juste, ou d'un homme bien, ou de bonté, ou de générosité, c'est toujours lié à l'islam. Donc vous voyez que la religion, ce sont des principes. Mais on ne peut pas imposer une religion au nom de l'État, parce que la religion n'est pas un code juridique, c'est pas un droit. Le Coran, pour ceux qui le savent, ne vous oblige en rien. Ce n'est pas un texte de droit, c'est un texte moral. Et il vous le dit, pour ceux qui comprennent l'arabe, il te dit Eshtanb. Il n'a jamais interdit l'alcool. Il te dit Eshtanb. Qu'est-ce que ça veut dire? Éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi du jeu. Éloigne-toi du vice. Et puis, les principales interdictions, c'est Hurrimat alaykum. C'est-à-dire qu'il vous serait évité de manger la viande de ceci ou de cela. C'est la viande qui n'a pas été égorgée ou la viande qui a été... C'est-à-dire que vous risquez d'être malade. Enfin, c'est un ordre, mais ce n'est pas un ordre. La loi islamique impose une loi. Donc enfin, bon, cette constitution déclare l'arabo-islamisme. Mais l'arabo-islamisme, c'est quoi ça?
Vous êtes en train de nous imposer une idéologie du passé que vous voulez faire valoir sur le présent et sur l'avenir. Donc il y a quelque part une ambition. Est-ce que c'est juste? Est-ce que la civilisation arabe a été arabo-islamique? Incontestablement, oui. Mais pas que. Mais pas que. Elle n'est pas exclusive, donc vous ne pouvez pas nous imposer ces choses-là. Il y a, si je prends le seul Ibn Khaldoun, quand il a décrit la société, il a parlé de la société des plaines, des gens de cavernes, des gens des montagnes, donc il a des gens qui n'ont pas de maison, donc il a décrit la société. Et chaque société porte une culture. Et vous savez, pour ceux qui connaissent donc l'histoire de la Tunisie, regardez combien de civilisations sont passées. Nous sommes je dirais le pays des plaines, ou le pays de la plaine, ou le plat pays, dans lequel toutes les civilisations sont passées. Et il n'y a pas eu d'opposition. À quoi ça sert? Donc on les a accueillis, on les a combattus, on les a fondus en nous-mêmes. Et si vous connaissez un peu plus l'histoire, vous allez voir qu'il y a eu des guerres religieuses entre musulmans. Donc la Tunisie a connu des guerres religieuses au nom de l'islam. Et ce n'était pas le même islam, ce n'était pas la même vision de l'islam. Donc vous voyez, l'islam peut imposer des principes, principes de neutralité, principes d'objectivité, principes de justice, oui, d'accord, avec lesquels on est tous d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire l'État est islamique. L'argument, il est trop fort, il est d'autant plus qu'il y a des minorités en Tunisie. Il y avait des minorités grecques, italiennes, on les a toutes enveloppées dans le sens chrétien, mais bon, peu importe. Et même si vous voulez les envelopper dans un sens chrétien, vous créez des sources d'opposition. Si un jour vous faites une loi qui interdit l'alcool, moi j'ai envie de boire. Moi, ma religion ne me parle pas de ça, quoi. Elle me bénit avec le vin. Pourquoi voudrais-tu que tu m'interdises, toi, je suis un Italien de Tunisie, je fabrique du vin. Et alors, est-ce que l'État va me faire une loi? Non, non. Donc l'État, il est neutre à l'égard des religions, et ses principes sont contenus dans l'islam même. Bon, je ne vais pas trop détailler ces choses-là. Alors, autre chose, le peuple. Le peuple, c'est quoi? Cette constitution parle du peuple arabo-musulman. Et ceux qui ne sont ni arabes ni musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quoi? Ils ne font pas partie du peuple. Ils ne font pas partie de la citoyenneté. Donc là aussi, on fait une discrimination à l'encontre des minorités qu'on ne cite pas. Et même, ça va même beaucoup plus loin, puisque le préambule dénonce les colons. Il dénonce les colons, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Ces gens-là, ils vivent en Tunisie depuis très longtemps, depuis des générations, ils sont natifs d'ici. Qu'est-ce que tu viens, tu les dénonces de colons? Et c'est très différent avec la perception civile. Pour les Tunisiens, c'est Ould de Bled, Ould ceci, il y a des compliments à l'égard de toutes les communautés. Et toi, tu viens au nom de la Constitution, tu déclares quelque chose qui n'est pas fraternel, quelque chose qui fragmente. Alors cette constitution de 1959, en plus, elle n'est pas démocratique. Pourquoi n'est-elle pas démocratique? Parce qu'elle a été adoptée par les seuls destouriens. Les destouriens ont éliminé tous les opposants. Ils ont éliminé les... Pas éliminé, mais impossible de parler. Les monarchistes, les Hezb France, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'armée, cela aussi. Hein, Bourguiba, il les a bien contrôlés. Donc il n'y avait que les destouriens. Et les destouriens étaient plus royalistes que le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils soutiennent l'excès au nom du peuple en espérant ou en croyant avoir l'adhésion du peuple. Et donc c'est une constitution qui a été faite par les néo-destouriens qui ont siégé à l'Assemblée nationale et qui ont été plus royalistes que le roi dans ce but de contrôler, dans des ambitions politiques, etc. Donc cette constitution tunisienne, elle est fausse d'un point de vue histoire. Moi, je veux bien qu'on ait une situation arabo-musulmane, on ne peut pas le nier. Mais arabe, c'est quoi? On a eu aussi une culture nord-africaine, on a eu aussi une multitude de religions, même dans les différentes vagues de l'islam. On a eu des guerres religieuses. Pour ceux qui vont parcourir mon bouquin, vont voir qu'on a eu des guerres entre les Fatimides, les Abbassides, les Rustémides, les Kharijites, les Ibadites. Attends, il y a eu des guerres féroces entre toutes ces communautés.
Et c'était toujours au nom d'une perception de l'islam. Mais derrière tout ça, il y avait bien sûr des ambitions de pouvoir entre le Mehdi l'imam caché, celui qui est appelé à gouverner sur la Tunisie. Enfin bref, il y a eu des pages d'histoire par rapport à ça. Donc c'est une constitution qui n'est pas démocratique, qui est discriminatoire. Elle ne cite pas les minorités, elle n'en parle pas comme si elles n'existaient pas. Et elle déclare son appartenance au monde arabo-musulman. Alors évidemment, à l'époque, c'était l'ambition des, comment dire, l'ambition d'une ligue arabe, d'une nation arabe, d'une unité arabe. Oui, mais nous, on est des Nord-Africains. Mais les Nord-Africains, ils ont beaucoup contribué à l'agriculture, ils ont beaucoup contribué aux sciences. Toutes ces sciences arabes, la langue est arabe. Mais les scientistes, il y a beaucoup de Nord-Africains, les juristes, des gens qui ont fait des analyses. Donc, qu'est-ce que vous venez résumer ça? Qu'est-ce que vous, c'est un kidnapping, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est embêtant. Et c'est mieux que je travaille que le dimanche, mais j'avais envie de faire vite. C'est pour ça que j'ai envie de faire des choses vite pour passer la page, parce que laisser une mémoire, mais aussi qu'elle soit de bonne qualité aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends le micro pour parler assez rapidement, dire tout ce que je peux dire à peu près sur cette constitution de 1959 et qui est un peu, elle a fragmenté le peuple tunisien, elle a séparé le peuple tunisien. Il y a 2 jours, on a vu le match de foot entre le Petroleum Angola contre l'Espérance, et vous avez vu chez les Angolais, vous avez des Portugais, des gens de différentes communautés. Et ça, c'est vraiment la colonisation portugaise qui crée des nations, qui développe des nations, qui développe des nations encore plus grandes qu'elles-mêmes. Le Royaume-Uni a développé une colonie qui était devenue plus puissante que l'Angleterre, que sont les États-Unis. Le Portugal a développé un pays encore plus puissant que le Portugal, c'est le Brésil. Et les Portugais ont développé de nombreux pays dans lesquels, si vous allez aux Açores, si vous allez en Angola, dans toutes les colonies portugaises, il y a du sang portugais dans la population. Donc il y a ce côté assimilados que n'ont pas les Français. Et ça, c'est un peu le grand drame de la colonisation française, c'est que la colonisation française n'a pas créé des nations. Elle a voulu en faire des Français, elle a voulu faire des indigènes des Français. Mais vous imaginez bien, les Tunisiens ne se sentaient pas français. Ah, les pieds noirs, oui, les pieds noirs, c'est-à-dire les habitants européens de Tunisie et d'Afrique du Nord, eux ont acquis la nationalité française parce qu'ils voulaient profiter en fait de l'État français. Mais les indigènes, les Tunisiens, eux, ils ne pouvaient pas se sentir français. Ils sont tunisiens, ils sont musulmans, ils ont leurs particularités. Donc c'est très difficile, à un moment où l'on parle, on déclare les principes de Wilson sur le principe des nationalités, vous voulez faire des Tunisiens des Français? Non, ce sont des Tunisiens. Et les Français, eux, proposaient, non, soyez des Français dans le royaume, dans l'Empire français. Et donc, c'est sans doute un des échecs de la colonisation française. Bon, les Martiniquais sont français, les Réunionnais sont français, les Calédoniens sont français, malgré les difficultés. Les Corses sont français, malgré des époques difficiles. Les Basques, je vais rajouter, les Alsaciens. Donc bon, les Savoyards. Donc tous ces gens-là sont devenus français au nom de quelque chose, d'un idéal. Mais bon, ça n'a pas pu aller plus loin. Et en Afrique du Nord, on se sentait plus des... Mais on aurait pu, comme par exemple moi, je suis un Tunisien. C'est incontestable, personne ne peut me le contester. Je parle français, mais je suis un Tunisien. Je veux dire, je suis éloigné de la France. Bon, la langue est française, c'est une langue française de Tunisie. Enfin bref, c'est pour vous dire que l'échec de la France, ça a été de vouloir donner la nationalité. Or, elle aurait pu créer, par exemple, la nation tunisienne, elle ne l'a pas fait. Quand les Tunisiens ont voulu faire une constitution avec le premier parti destourien des années 20, ils ont voulu faire un destour. Les Français se sont opposés. Ils ont dit non, c'est contraire au traité du Bardo. Nous, on veut, entre guillemets, hein, un bey soumis. Vous voyez, un bey qui est soumis aux résidents de l'autorité française.
Mais que l'on crée une nation, ça non. Donc c'était une autre forme de la colonisation où les cadres formés en France allaient en poste à Tunis, comme ils iraient en poste à Marseille ou dans une autre cité. Donc ce sont des cadres français qui remplissent leurs fonctions dans une colonie. Et donc on n'a pas développé une nation tunisienne. Le comble, voyez-vous, même les fascis italiens, je n'aime pas dire les fascistes parce que fasciste c'est méchant, mais les fascis, vous savez, les Italiens de Tunisie ont beaucoup soutenu Mussolini. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de dire que ce sont des fascistes. Ils ont suivi Mussolini avec beaucoup d'enthousiasme. Et ils sont restés avec la mémoire de Mussolini. Alors quand vous dites ça aux Italiens, ils sont furieux. Comment est-ce qu'on peut aimer Mussolini? C'est comme si on disait aimer Hitler. Eh bien, figurez-vous que les Italiens de Tunisie aimaient Mussolini. Ils étaient fascinés par lui. Eh bien, et Mussolini, c'est les fascistes, c'est vraiment le grand ennemi de la France, des Alliés. Alors vous imaginez, après la guerre, vous avez un rang qui soutient encore Mussolini. Attends, ça va pas ça. Eh bien, figurez-vous que ces Italiens de Tunisie sont devenus français au nom d'un décret. Donc les ennemis d'hier sont devenus français. Et aujourd'hui, de nombreux Français qui ont une consonance italienne viennent de Tunisie. Ils ne sont pas retournés en Italie, ils disent d'origine italienne, mais parfois ils oublient de préciser origine italienne de Tunisie. Donc ils ont gardé des noms italiens, mais ils ont été intégrés dans l'identité française. Et donc la Tunisie a fait un peu pareil. Or, il y a dans la Constitution, il y a des principes. Il y a des principes de neutralité, des principes de droit, des principes d'objectivité, des principes de simplicité. Si quelque chose, on ne dit que la vérité dans la Constitution, si quelque chose est douteux, on l'enlève. On l'enlève. On ne prend aucun risque. Comment déclarer, bon, je veux bien que tu déclares que le pays est arabo-musulman. Ok, est-ce que tu en es certain? Non, tu l'enlèves. Tu n'en es pas certain, tu ne peux pas le dire. Et il faut voir quelle est la population. C'est quoi, quand tu accuses les colons, c'est qui les colons? Le colon, c'est Old Bled, l'italien du quartier, chez qui j'achète des bambaloni ou j'en sais rien. Pourquoi est-ce que tu viens me dire que c'est un colon? Comment dire, un journalier, il essaye de vivre à sa journée, à sa giornata. On a même des mots italiens dans notre langue tunisienne. Il travaille à la giornata. Tu viens lui dire que c'est un étranger, tu viens lui dire que c'est un colon, sinon un colon. Et donc c'est pas welcoming, c'est pas fraternel, ça fragmente la société. Et c'est ce qui s'est passé avec la Constitution de 1959. Alors pourquoi est-ce que les Destroyers ont fait ça? Il est clair qu'il y avait des ambitions de pouvoir, mais il est aussi clair, donc des ambitions personnelles. Et donc pour eux, ils ont joué, il y a un mot que j'arrive pas à trouver. Ils ont fait le jeu pour gagner le pouvoir. Mais il y avait aussi autre chose, c'est que les classes européennes dominaient l'économie. Et donc Bourguiba et les Destourniens craignaient que cette classe des Européens de Tunis prenne le pouvoir économique. Donc ils n'avaient pas confiance dans l'État redistributeur, celui qui redistribue la richesse. Et donc il y a eu dans cette révolution tunisienne une révolution socialiste. Dans tous les mouvements coloniaux, la peur de donner le pouvoir à une minorité. Et donc on lui enlève le pouvoir et on l'élimine autant que possible. Et heureusement que les gens sont analphabètes parce qu'ils n'ont pas suivi, mais les citoyens se sont sentis mal à l'aise. Moi, j'ai connu des Italiens de Tunisie qui ont pris la nationalité tunisienne. Il y en a beaucoup. Et ils sont restés. Ils ont aimé le pays et essayé de l'aimer. Et puis petit à petit, et ben, finalement, ils ne trouvent pas leur place. Et ils ont finalement fini par partir, pas pour eux, mais pour leurs enfants. Donc souvent, ils ont essayé de terminer la scolarité de leurs enfants, et puis ils ont essayé de trouver un avenir à leurs enfants en Europe, en France. Et généralement, ils arrivaient au niveau des études, comme nous autres, dans les années 70. Et à l'époque, on partait tous en France. Parce que la France, c'est le lieu de l'université, du savoir, de la connaissance. En France ou au Canada ou Europe. En tout cas, on allait vers l'Europe. Et ces gens faisaient des études en Europe, et à la fin de leurs études, ben, ils ne revenaient pas au pays. Ah, ils revenaient pour des vacances, oui. Ah, ils revenaient pour une nostalgie, pour les étés, oui. Les étés à Tunis, à la Goulette, oui. Et puis après, petit à petit, ils se détachaient de Tunis, et c'est comme ça que ce peuple tunisien s'est fragmenté,
Et quand je vous ai parlé de l'Angola, je n'ai pas terminé mon idée, c'est que l'Angola est un pays encore cosmopolite et la Tunisie l'était encore plus. La Tunisie des années 50 l'était plus. Mais nous avons eu une partie de la population qui a fragmenté le peuple pour des intérêts personnels, de pouvoir, d'évincer les coloniaux, parce qu'on pensait qu'ils étaient trop dominants. Et bon, c'est une méthode qui n'est pas harmonieuse, qui n'est pas... Bon, voilà. Donc cette constitution de 1959, elle dit des contre-vérités sur l'histoire, elle ne respecte pas les principes de la théorie du droit, sur le droit constitutionnel. Une constitution doit être courte, le moins de mots possible, et elle dit que la vérité. Donc si quelque chose est douteux, on l'enlève, on le retire. Elle dit des contre-vérités sur les minorités, elle est floue sur les notions de colons, elle est floue. C'est quoi l'arabe? Nous sommes des arabes. Euh, pour nous, Tunisiens, arabe c'est une chose et son contraire. Tout est arabe. Tout est arabe. Une chose et son contraire. Je veux dire, c'est vraiment le mot fourre-tout. C'est un mot, c'est aussi le bien, le mal, la ouest du monde, tout est dans le mot arabe. Et donc c'est quoi? Nous on est arabe, la langue est arabe, mais elle n'était pas pratiquée. Donc il faut sacrifier une génération, il faut revenir à l'école. Déjà on a du mal à apprendre le français, on fait de la coopération pour former nos élites. Et là, il faut maintenant former ces élites, non seulement les former, mais les former en langue arabe. Donc, enfin, il y a une volonté, bon, ça n'existe pas qu'en Tunisie. Tous les pays arabes ont voulu arabiser l'enseignement. Et écoute, je suis pas contre, hein, je suis pas contre, mais ça doit aller en parallèle. Ça doit aller en parallèle, et cette constitution de 1959 n'a pas reconnu, elle ne dit pas un mot sur la langue française. Elle ne dit pas un mot sur la langue française, elle ne dit pas un mot sur les minorités, elle ne leur laisse aucune place. Et pourtant, la langue, la télévision, les médias, les travaux, tout se passe en français. Et ça n'a jamais été dit. Et donc, on en est resté à ce point constitutionnel de l'arabe littéraire qui se pratique. Et aujourd'hui, on en est à la lettre du mot arabe. C'est-à-dire que, quand vous voyez le président tunisien actuellement, il vous parle avec un purisme incompréhensible. Et en fait, on perd beaucoup. On perd beaucoup de notre humour, on perd beaucoup de notre, vous savez, notre façon de parler. Les Tunisiens, par exemple, on dit un mot grossier, mais qui a toute son importance parce qu'il donne des limites. Si vous le traduisez en langue arabe, ça n'a plus le même sens. Enfin, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais la langue tunisienne, c'est un produit de culture, on a été élevé par ça, par nos parents, par nos grands-parents. Il y a des phrases, il y a une éthique, il y a des valeurs qui sont transmises. Et subitement, vous voudriez nous retirer cette langue pour arriver à un purisme de langue arabe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Imposer la langue arabe, l'identité arabe, c'est un marqueur trop fort, mais la faveur que vous faites pour les uns, c'est une discrimination pour les autres. Donc c'est une forme de racisme, c'est une discrimination. Et ces prétentieux qui ne sont pas des démocrates, puisque les néo-destouriens ont fait une loi sur l'indignité nationale en 1957, votre opinion risque la peine de mort. Votre opinion risque la peine de mort. Vous savez ça? La loi de 1957. C'est-à-dire que si vous êtes nostalgique du Bey, ou si vous êtes nostalgique de l'État français, moi je l'ai entendu. Hein. Moi je suis né dans les années 60, toute mon enfance j'ai entendu. Les vieux rigolaient, ils disaient hey, France, revenez, revenez, la France, s'il vous plaît, revenez. Ou France, ou Suisse, ou Suède, s'il vous plaît, revenez nous coloniser par rapport à tout ce désordre que l'on vit. Ça veut dire que la Tunisie a vécu dans l'ordre, elle est passée au désordre. Et donc, bon, les gens le disaient, mais jamais en public, en amitié. En amitié, on est très très libre. Et donc, moi, j'ai vécu dans ce système où tous les professionnels se plaignaient. À la douane, ils se plaignaient. Où ça? À la douane, ils se plaignaient. À la justice, ils se plaignaient. Parce qu'ils n'appréciaient pas du tout la gestion du gouvernement et ils étaient nostalgiques par rapport à un système de formation, l'éducation. L'éducation a été arabisée dans les années 70.
Mais en 1905, avec la loi de 1957, si vous disiez une nostalgie à l'égard des beys, ou si vous disiez une nostalgie à l'égard du pouvoir colonial, le pouvoir colonial, c'est une gestion. Quand Mendes France il est parti, il a dit je m'excuse, mais on va partir. Il a dit les choses comme ça. Il n'a pas dit, il n'est pas parti avec un coup de pied. Il a dit s'il vous plaît, arrêtez la violence. Vous voulez l'autonomie, on va vous donner plus que l'autonomie, on va vous donner l'indépendance. Ça va, vous êtes content? Mais s'il vous plaît, la paix, et on va travailler en coopération. Voilà comment ça s'est passé. Alors arrêtez de mystifier, c'est une bande d'excités, des ambitieux du pouvoir, qui ont rêvé de la nation arabe, qui ont rêvé l'État indépendant, ça je ne peux pas leur reprocher, mais ils ont rêvé seuls. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire participer tout le monde. Pourquoi est-ce que ce qu'on appelle les Français de Tunisie, pourquoi ne sont-ils pas devenus des Tunisiens? Des Tunisiens d'origine italienne, maltaise, et qui soient dans cette nation. Mais on aurait été beaucoup plus fort, on aurait été beaucoup plus loin avec une société. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on va vers l'écroulement. Et aujourd'hui, cette discrimination que vous faites à l'égard des minorités, elle va à l'égard des Tunisiens musulmans, c'est-à-dire les gens qui défendent une francophonie tunisienne à la barra. Ils n'ont plus place dans les tribunaux, leurs textes sont illégaux, donc ils n'ont plus place. Y a des bourgeois qui ont, malheureusement, encore une fois, parce que si on voit le détail, il y a souvent des gens mixtes. Ils sont tuniso-allemands, tuniso-danois, tuniso-français. Et comme ils ont un contact avec l'Europe, donc ils ont une entreprise. Ils ont l'accès à du matériel, à des machines, donc ils créent des sociétés en Tunisie. Et après, quand ils partent, la société est mise en liquidation. Donc vous voyez comment on nuit à l'économie, mais il faut tout simplement faire confiance au système de redistribution. Tu gagnes de l'argent, il faut redistribuer, mais c'est un principe islamique ça. Gagne de l'argent, c'est bien pour la collectivité. C'est vraiment une idée de droite et qu'on retrouve dans l'islam. Or, les destouriens, c'est éliminer, vous avez éliminé les minorités, par exemple, exemple très désagréable, c'est un Italien qui m'a raconté ça, il m'a dit qu'il avait son fils, qu'il employait comme... son fils, il n'avait pas très bien réussi l'école, donc il a voulu l'envoyer comme bénévole ou à la volontaire dans un travail, dans un atelier de mécanique. La loi tunisienne lui interdisait de prendre un mécano italien. ils sont entre eux, entre Italiens, قال له بربي ولدي مش ناجح شد خدمه لي يتعلم صنعة. La loi lui disait que tu ne peux pas, parce qu'il ne peut engager que des bénévoles, des apprentis, voilà. Il pouvait engager que des apprentis tunisiens. Oh, mais enfin, c'est quoi ça? Donc vous voyez, cette discrimination que vous commettez, que vous avez commis à l'égard de certains, pas au nom du peuple, parce que le peuple, il est très amical, mais au nom de ces soi-disant savants, plus intelligents que les autres, qui croient savoir. Et vous poussez la discrimination jusqu'à aller très très loin. Et aujourd'hui, les Beldia ou j'en sais rien, vous savez qu'on reproche à des gens d'être des Turcs. Wallah, je l'ai entendu. J'ai entendu des gens reprocher à leurs camarades tunisiens d'être des Turcs et d'avoir été des colonisateurs. Et enfin, je t'en prie, tous nos Tunisiens, c'est Zmerli, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je viens d'Izmir, Trabelsi, ça veut dire que je viens de Terablès. Terablès, c'est Trablus, c'est la Libye. عندك الجزيري c'est un Tunisien اسمه الجزيري وعندك واحد اسمه جربي وهو مش جربي قلت له انت جربي قال لي لا انا مش جربي ايش بيه اسمك جربي mais ça veut dire que son ancêtre il est djerbien. Donc peu importe d'où que l'on vient, bon, vous savez, il n'y a pas d'ADN sur la géographie d'un territoire. Vous êtes venu, vous avez vécu là, et puis c'est tout. Donc les Italiens, ce que moi j'appelle les pieds noirs, les pieds gris plutôt, l'expression ne vient pas de moi, mais elle vient d'un Français de Tunisie qui a parlé comme ça des... Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, les pieds gris de Tunisie, mais ils sont adaptés au pays. Peut-être mes enfants, ils sont moins bien adaptés, peut-être. J'ai mon fils qui est venu, il n'a pas pu supporter le désordre arabe, hijri. Alors qu'un Italien de Tunisie ou un Français de Tunisie, il rigole, il sait comment ça se passe, et il arrive à son objectif. Tandis que moi, mes enfants qui ont été élevés en Europe, eh bien, ils ont un problème de communication, donc il faut presque tout leur amener sur un plat, et ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls, à cause d'une administration que seuls les Tunisiens comprennent.
Donc il faut comprendre les mœurs, il faut comprendre... Il n'y a pas d'objectivité de la loi, etc. Voilà. Je parle, j'ai des choses que j'ai envie de dire que je n'ai pas dites, et des choses que je n'avais pas prévu de dire que je dis, mais mon but c'est de laisser un message autant que possible sur cette constitution de 1959. Je vous disais au tout début, j'ai un texte solide, très technique. Inch'Allah, je trouverai l'occasion de pouvoir le lire parce que c'est une leçon. Et ces principes de la constitution, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Bah, écoutez, il a été renouvelé. C'est-à-dire que c'est comme ça, je t'impose une image du passé sur ta personne et pour l'avenir, et tais-toi, et on ne peut pas en débattre. Et ce principe d'intolérance, je ne sais pas comment qualifier ça, il est imposé à nouveau. Et dans cette constitution de 2022, au lieu de dire les choses en 3 mots, il lui a fallu 10 articles pour dire que la Tunisie est un pays libre, un pays indépendant, un pays arabe, un pays musulman, un pays ceci, un pays cela. 10 articles. Il faut être le plus court que possible. Moins tu en dis, mieux c'est. Ça gêne, tu l'enlèves. Ça, c'est le principe du droit constitutionnel. Il y a des règles. Et je pense que ça pourrait être utile, en tout cas pour d'autres pays, ce débat. Il y a des gens qui n'éprouvent pas le besoin d'identifier l'identité. À un certain moment, comme il s'appelle, Sarkozy a voulu parler de l'identité. Ça a posé beaucoup de problèmes. Hein, parce que comment est-ce que les gens pouvaient se reconnaître dans cette histoire de France, avec toutes ces minorités, tous ces gens d'obédience différentes, et surtout par rapport à des conflits internationaux. Donc voilà, mais il s'est cassé les dents. Ils sont arrivés à rien. En fait, on devait rester au niveau d'un débat philosophique, mais je pense que Sarkozy avait l'intention d'arriver à une loi, peut-être. En fait, il veut créer des béni-oui-oui, des gens qui... Or, la France a quelque chose de particulier, c'est que bah, ça commence par non en France. Hein. Ça commence déjà par l'esprit critique. Être français, c'est déjà être critique. C'est une grande force de l'histoire de France, c'est ce côté démocratique. Dans quoi que ce soit, il y a tout de suite le côté opposition. On ne peut pas dire le côté contradiction, vous voyez. Bon, Hassil, j'ai peut-être un peu beaucoup parlé. Et qu'est-ce que j'essaie de me souvenir de choses importantes à dire qui mériteraient la peine d'être dites, mais ça ne me vient pas en mémoire. Voilà. Allez, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais vous lire le texte. Mais à bientôt. Ciao, 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 ciao. Et j'espère que l'enregistrement est bon, parce que j'ai souvent de problèmes de micro et j'ai pas trop envie de parler fort.